Alors pour la prochaine table ronde autour de la transition écologique, nous accueillons Monsieur le ministre Clément Beaune, Monsieur Vincent Lebiez et Madame Muriel Barnéou. Il n'y a pas d'envol possible si le monde de demain n'offre plus aucune possibilité d'avenir. Et nos trois invités ont chacun choisi d'œuvrer par leur travail à la mise en œuvre de la transition écologique qui s'impose à nos sociétés. Monsieur le ministre Clément Beaune, c'est en tant que ministre délégué chargé des Transports que vous contribuez à cette tâche. Depuis votre sortie de l'ENA en 2009, vous vous mettez au service de l'État, d'abord en tant que conseiller budgétaire, puis chargé des affaires européennes au ministère de l'Économie, puis à la présidence de la République. En Européen convaincu et convaincant, vous êtes nommé ministre délégué chargé de l'Europe dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, avant de changer de ministère en juillet dernier. Votre foi dans un avenir qui se construit avec nos voisins européens continue de guider votre politique. Monsieur Vincent Lebiez, vous avez reçu une formation d'ingénieur à l'École Polytechnique avant d'intégrer le prestigieux Corps des Mines en 2007. Et ce sont les sujets énergétiques qui constituent le cœur de votre mission au sein de l'administration. Tout au long de votre carrière, vous alliez votre formation scientifique à votre sens de la politique et vous emparez dans différentes agences de l'État de sujets aussi divers que les véhicules, la qualité de l'air ou les projets nucléaires menés par la France à l'international. En décembre dernier, vous devenez adjoint au délégué interministériel au nouveau nucléaire. Et enfin, Madame Muriel Barnéou, depuis janvier 2017, vous êtes la directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et entrée dans le groupe La Poste en 1994. Vous y occupez différents postes et y portez de nombreux projets tournant autour de l'informatique et du numérique et participez notamment au groupement d'achat français des voitures électriques au sein du groupe. Vous êtes également membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France en charge du pôle éducation et siégez au conseil de plusieurs des plus grandes écoles de commerce françaises. Merci à tous les trois de vous rendre disponibles pour cette table ronde. Et nous avons hâte de vous écouter. Bonjour à tous, merci Jeanne pour ces quelques mots d'introduction et merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde autour de la transition écologique. L'envol, donc le thème de cette année, touche de nombreuses thématiques dans ce domaine. Nous allons essayer de les aborder durant ce court temps d'échange. En préambule de cette table ronde, nous voudrions que chacun votre tour vous rappeliez les différents enjeux justement de la transition écologique dans le domaine qui est le vôtre. Madame Barnéou, si vous voulez bien débuter, s'il vous plaît. Merci, bien volontiers. Bonjour à tous. Moi, je représente ici un opérateur économique, un opérateur que vous connaissez et que vous voyez passer tous les jours dans nos villes et dans nos campagnes, et qui, au premier chef, est un logisticien, dont le métier, en tout cas à date, c'est de transporter de la marchandise, une marchandise un peu particulière, du courrier, désormais aussi beaucoup de colis, et de permettre à la société de fonctionner, puisque c'est comme ça qu'on consomme aujourd'hui, en utilisant le e-commerce. Et lorsque vous êtes un logisticien, lorsque vous couvrez l'ensemble du territoire français, et une très grosse partie désormais du monde, parce que la moitié du chiffre d'affaires du groupe La Poste est réalisé à l'international, et nous couvrons plus de 44 pays dans le monde, eh bien vous vous posez la question, et c'est en ça que c'est ça dont je veux vous convaincre, vous vous posez la question de comment vous allez pouvoir continuer à faire votre métier en ayant un impact le moins mauvais, le plus positif pour la planète et pour la société. C'est quelque chose qui peut paraître aujourd'hui d'évidence. Quand on l'a démarré, ça n'était pas le cas du tout. On est au début des années 2000. Et au début des années 2000, on va se lancer dans une aventure un peu folle. C'est aussi ce que je veux partager avec vous. Lorsque vous dirigez une société, lorsque vous prendrez des responsabilités, il y a aussi des décisions, des prises de risques. Et nous décidons d'une manière un peu folle que nous allons nous lancer dans la décarbonation de notre flotte, qui est un sujet
extrêmement important pour nous, pour pouvoir poursuivre, et qui ne faisait pas du tout consensus lorsqu'on a démarré. Je peux vous assurer que la voiture électrique, à ce moment-là, était quelque chose de très, très faiblement répandu, y compris dans l'univers postal. Et nous allons entraîner avec nous, autour de nous, non seulement nos sous-traitants, non seulement nos fournisseurs, non seulement nos clients qui sont de grandes plateformes par exemple, non seulement les Français, les citoyens qui vont comprendre ce qu'il est possible d'utiliser une voiture électrique, mais nous allons aussi entraîner autour de nous nos propres concurrents et démontrer qu'il est aussi possible de fabriquer de la logistique et de la logistique décarbonée. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'être sur une trajectoire dite conforme aux accords de Paris, c'est-à-dire une trajectoire conforme au 1,5 degré. Et on a même comme ambition, c'est un terme un petit peu technique, mais que vous connaissez peut-être, d'être à ce qu'on appelle du net zéro à 2040, ce qui représente un affalement de 90% de nos émissions de CO2 à horizon 2040. Ça, nous le faisons aujourd'hui gratuitement, sans charger de manière supplémentaire nos clients. Pourquoi ? Parce que notre vision à nous, de notre rôle dans la société, c'est non seulement de démontrer que c'est possible, mais c'est aussi de porter ces transitions et d'œuvrer à ce que l'ensemble de la société vive et que vous viviez, que nous vivions, que nos enfants, les enfants de nos enfants, puissent vivre dans un monde où on continuera à avoir des baleines dans les océans et des dauphins sauter autour. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Lebillet, si vous voulez continuer. Merci. Moi, je dirais qu'un des enjeux principaux dans lesquels on s'inscrit, et je m'inscris quand on travaille sur le nucléaire, c'était déjà l'enjeu de l'électrification. L'électrification, c'est à la fois un vecteur fort de décarbonation, parce qu'on y reviendra peut-être, mais on se rend compte qu'il est sans doute plus facile de décarboner l'électricité que d'autres usages énergétiques, mais c'est aussi l'électrification un vecteur d'efficacité. C'est-à-dire que dans la plupart des usages de consommateurs d'énergie, on se rend compte que quand on arrive à les passer à l'électrique, et c'est vrai notamment pour la mobilité, on peut avoir une bien meilleure efficacité énergétique et donc finalement consommer moins d'énergie primaire pour rendre le même service. Donc ça, je pense que c'est vraiment une très grande dynamique. Ce n'est pas la seule dynamique qui permettra de répondre aux problèmes climatiques et environnementaux. Il y a à côté, bien entendu, la sobriété et d'autres formes de décarbonation qui doivent venir, notamment dans la chaleur. Mais l'électrification est vraiment un axe très fort. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, et qu'on regarde les technologies qui permettent cette électrification respectueuse des impératifs climatiques, on se rend compte qu'il y a deux grandes voies et qu'il ne faut surtout pas opposer. Il y a les renouvelables, donc que ce soit le solaire, l'éolien offshore, l'éolien terrestre et d'autres, l'hydroélectricité, et le nucléaire, et la fission nucléaire pour le moment. Peut-être un jour la fusion nucléaire, mais c'est quand même pas pour demain. Et donc, il y a eu pendant longtemps, y compris en France, finalement, une sorte de quasi-guerre des électricités décarbonées, c'est-à-dire soit on aime le nucléaire, on n'aime pas les renouvelables, soit on aime les renouvelables, on n'aime pas le nucléaire, et qui s'est d'abord fait sur des aspects, on va dire, économiques, en disant d'abord, des gens disaient le nucléaire est compétitif, les renouvelables ne le sont pas du tout, puis il y a eu une phase où au contraire on s'est dit qu'on regarde en euros du mégawattheure, l'électricité renouvelable est beaucoup moins chère que l'électricité nucléaire. Puis arrivé d'autres rapports qui montrent que oui, mais si on tient compte de l'intermittence, c'est moins simple que ça, il faut aussi du nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un autre stade de ce débat, qui est que quand on se projette à 2050, 2060, on se rend compte que notre défi principal, c'est qu'on risque plutôt de manquer d'électricité décarbonée, même si on fait beaucoup de renouvelables, même si on fait beaucoup de nucléaire. Et donc, il est vraiment temps de mettre un terme à ces oppositions et à vraiment se dire qu'il faut accélérer le plus possible dans tous ces secteurs, dans le nucléaire existant, dans le nouveau nucléaire, dans l'éolien, dans le solaire et dans l'hydroélectrique. Et ce n'est qu'en poussant tous les curseurs qu'on aura sans doute, et qu'en parallèle on fait de la sobriété, qu'on aura les meilleurs moyens à la fois de tenir nos engagements climatiques et de maintenir un niveau de développement et de prospérité pour nos sociétés qui soit politiquement et socialement soutenable.
Merci. Et enfin, Monsieur le Ministre, les enjeux de votre ministère notamment. Merci beaucoup et merci de votre invitation et aussi de votre engagement, parce que je crois que ça fait maintenant 3 ans que vous faites vivre cette belle tribune, c'est une grande tribune. Peut-être dire quelques mots sur la transition écologique de manière générale, avec évidemment une petite focalisation sur les transports qui m'intéressent de près et qui nous concernent tous. Quand vous regardez le défi climatique et l'idée d'être à zéro carbone, comme on dit de manière un peu simplifiée en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre de CO2 de manière nette, même si on en émet, de compenser ce qu'on fait dans toutes nos activités économiques, c'est un défi absolument majeur qu'on doit faire en une génération. Quand vous serez adulte, parent, dans votre vie professionnelle, on aura fait cette transition en moins d'une génération en réalité. Donc c'est absolument considérable. Quand vous regardez les transports, c'est 30% de cet effort à peu près. En tout cas, c'est 30% aujourd'hui, d'où l'importance de changer notre logistique, nos véhicules, etc. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, les transports, dans la plupart des pays développés, en France et dans les grands pays européens notamment. Et c'est 30% de la facture énergétique aussi. Donc quand vous faites une transition écologique et une transition énergétique, il est évident que la question de la mobilité, comme on dit aujourd'hui, est absolument centrale. Aussi parce qu'elle est notre vie quotidienne. Les transports, c'est beaucoup de galères, mais il y a un côté sympathique, c'est que c'est probablement le seul service public ou la seule activité que tous les Français utilisent d'une façon ou d'une autre plusieurs fois dans la journée, y compris la marche, vélo, transport public, voiture, etc. Que vous alliez dans cet amphithéâtre, que vous alliez au travail, que vous alliez en vacances, voir votre famille, vous faites à un moment donné appel au transport. Et donc, en plus, quand vous regardez les choses, c'est aujourd'hui plus de 85%, même 90% de la pollution émise par le secteur des transports qui est liée à un seul mode de transport, la voiture individuelle. Quand je regarde, j'allais dire techniquement, mais évidemment très politiquement, ce qu'il faut faire pour décarboner les transports, et donc décarboner l'essentiel de notre économie, vous avez 2 ou 3 leviers en fait. Après, évidemment, c'est très compliqué de les mettre en œuvre, mais si on simplifie les choses, vous avez ce qu'on appelle de manière un peu jargonnante le report modal. En gros, il faut passer des modes de transport qui polluent et qui sont carbonés aux modes de transport qui polluent beaucoup moins ou qui ne polluent pas du tout. Donc typiquement de l'avion au train, de la voiture au transport public. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas très facile. La voiture, je le disais, c'est 85% des déplacements du quotidien. Quand vous êtes en zone urbaine comme à Paris, en Île-de-France, c'est plus facile d'avoir les transports publics, mais c'est des investissements qui prennent 5, 10, 15 ans quand vous renforcez l'offre de transport public, quand vous construisez par exemple, comme on est en train de le faire, des lignes de métro supplémentaires. Bon, on sait comment faire, mais ça coûte beaucoup d'argent, ça met du temps, et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est les habitudes des gens. Est-ce que quand vous avez des transports publics de meilleure qualité, parce qu'on ne va pas forcer les gens à prendre le métro ou le tramway, les gens changent d'habitude. Bon. Mais c'est ce qu'on appelle le report modal, et donc c'est des leviers d'investissement, de fiscalité. Si l'avion est plus cher et le train moins cher, sans doute on va prendre un peu plus le train et un peu moins l'avion, etc. Il y a aussi décarboner tous les modes de transport. Même si on était tous complètement transformés dans nos habitudes et qu'on prenait beaucoup plus les transports publics ou le train et beaucoup moins la voiture, à l'échelle nationale, sans doute la voiture serait encore le mode de transport dominant dans les 20 ans qui viennent ou 30 ans qui viennent. Parce que c'est encore aujourd'hui celui qui est le plus flexible. Et puis parce que changer les habitudes, changer des pratiques, c'est long. Et donc vous devez aussi décarboner la voiture elle-même. Et l'un n'oppose pas l'autre. On a parfois des débats un peu surréalistes comme sur l'énergie où on dit mais il faut investir dans le transport public et pas investir dans la voiture électrique. Ben, il faut faire les deux. La voiture électrique, c'est évidemment une contribution à l'écologie, à la décarbonation. Quand on part de 85% de déplacement en voiture, si vous renoncez à rendre la voiture moins polluante, vous perdez la transition écologique et vous perdez ce combat. Donc oui, il faut évidemment investir aussi, comme on le fait en France et dans beaucoup de pays, sur la voiture électrique. Et au niveau européen, vous l'avez dit, c'est un sujet qui me tient à cœur, si on ne le fait pas au niveau européen, on n'a aucune chance de réussir. C'est pour ça qu'on a fixé une règle commune, énorme, hein. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte que c'est sans doute la plus grande mesure écologique des 15 dernières années, prise par les autorités publiques françaises et européennes. En 2035, on ne vendra plus de voitures autres qu'électriques en France et partout en Europe. C'est un défi industriel, de production, de changement énorme. Et puis troisième point, je finirai là-dessus, c'est la question des habitudes justement et des usages. Vous pouvez mettre des infrastructures nouvelles, vous pouvez vendre des voitures électriques, si possible pas trop chères ou avec des aides de l'État. Si vous faites juste ça, d'abord c'est long, comme on le disait, une infrastructure c'est 10, 15 ans, une
nouvelles lignes de chemin de fer, des voitures électriques produites en France. Tout ça met un peu de temps, il faut les usines, il faut des constructions, etc. Donc il faut essayer de changer aujourd'hui des habitudes. Alors ça, c'est une responsabilité individuelle, notamment pour votre génération, mais l'État, les sociétés, les autorités publiques locales, tout le monde a une responsabilité aussi pour inciter à ça. Je prends un seul exemple, on pourrait les multiplier, le covoiturage. La cible pour polluer moins, ce n'est pas la voiture en elle-même, c'est la voiture polluante et la voiture individuelle. Pardon de le dire de manière un peu triviale devant des ingénieurs émérites, quand vous mettez 2 personnes dans une voiture au lieu d'une, par tête, vous émettez 2 fois moins de CO2. Donc et ça on peut le faire assez vite, mais il faut habituer, changer, inciter. Et donc par exemple, quand on incite par plein de dispositifs, je ne vais pas tous les lister ici, mais les gens à prendre une voiture partagée, on contribue à la décarbonation, et ça, ce n'est pas un investissement énorme, ce n'est pas une infrastructure nouvelle, ce n'est pas une production supplémentaire et des usines nouvelles, c'est un changement de nos pratiques. On peut le faire au niveau individuel, il faut le faire aussi au niveau public. Juste, pardon, tout dernier point, je suis un peu long, mais c'est ce que vous disiez pour la Poste comme entreprise publique. C'est très important aussi, et là vraiment c'est un point de vue politique au sens de la vie de la cité. Si on veut que tout ça marche, et notamment la question des habitudes, des pratiques, des changements dans la vie, il faut embarquer tout le monde. Et ça, c'est le plus dur, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on prend une mesure, et on peut se planter, hein, personne n'a la vérité révélée, mais à chaque fois que vous prenez une mesure, ce dont vous êtes sûr, c'est qu'elle est un savant équilibre entre ceux qui vous disent « ça va pas assez vite, ça va pas assez fort, vous n'êtes pas assez écologique, etc. » et ceux qui vous disent « attention, on perd les plus modestes, les plus pauvres, les plus âgés, les plus en difficulté, etc. » Je prends un seul exemple là-dessus, qui était un exemple d'actualité. On a interdit les vols commerciaux sur les lignes d'avion quand il y a une alternative en train de moins de 2h30. Et là, on ouvre un débat infini. Alors pourquoi 2h30 et pas 3h? Pourquoi vous laissez ouvertes, par exemple, les lignes en correspondance? Donc on ne peut pas faire Lyon, l'aéroport de Paris-Orly, mais on peut faire Lyon, l'aéroport de Paris-Roissy, parce que vous prenez des correspondances pour des vols internationaux et que sinon, à Lyon, on n'est pas connecté aux vols internationaux. Vous voyez, il y a toujours cette question de curseur. Est-ce que ça va assez loin? Est-ce que ça va assez vite? Et vous faites engueuler des 2 côtés, à chaque fois. Alors, ça ne veut pas dire que cette mesure est parfaite, mais ça veut dire que si vous faites une politique écologique, le mot-clé, qui est un peu un slogan, mais qui est en fait le mot le plus compliqué, c'est celui de transition. Parce qu'on ne fait pas, je disais en une génération, ça paraît long, mais c'est extrêmement rapide. On ne fait pas un changement de cette ampleur, où on passe d'une économie ultra carbonée, ultra polluante, à une économie non polluante, sans avoir des étapes, des discussions, des équilibres. Et si vous dites par exemple, on arrête de prendre la voiture et le carburant tout de suite, vous voyez ce que ça donne. L'année dernière, quand le carburant a augmenté ou a doublé, il a fallu aider des millions de Français qui, sinon, ne pouvaient plus se déplacer, et souvent les plus pauvres et les plus modestes. Et donc, on a besoin de garder cet équilibre. Sur le plan écologique, ce n'était pas parfait, mais sur le plan politique et social, c'était indispensable. Et donc, la transition énergétique, écologique, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour l'État et la société. Il faut arriver à trouver ce récit qui nous embarque collectivement. Et si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, vous voyez, vous faites partie tous les jours de cette transition. Vous parliez du covoiturage. C'est quoi la camionnette d'un facteur? C'est le bus des colis. C'est 100 colis dans une camionnette plutôt que 100 personnes qui vont chercher leurs colis. Et vous imaginez bien combien il est difficile de mettre 100 colis dans une camionnette si vous avez demandé la livraison de votre petite robe noire ou de votre bouquin que vous n'avez pas commandé à l'avance pour demain matin. Là, c'est très difficile de faire ce bus des colis. Mais par la manière dont vous décidez de consommer, vous êtes acteur ou pas de cette transition. Et c'est à mon sens quelque chose qui est aussi extrêmement difficile à raconter et parfois difficile à arbitrer et à avoir en conscience. Pardon, juste pour compléter. Merci beaucoup pour vos réponses. On reviendra plus tard sur l'engagement des citoyens et des consommateurs dans la transition. Mais d'abord, on aimerait revenir sur une des transitions qui est beaucoup ressortie, c'est celle vers des transports décarbonés. Et justement, à la Poste, vous avez été pionnier dans ce domaine avec l'électrification de votre flotte. Et vous visez même en 2040 le zéro émission nette. Et un des freins actuellement à ça, c'est quand même les poids lourds. Donc je me demandais comment est-ce que la Poste compte gérer ce problème. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas de chercher. Ça n'empêche pas. Ce qui va être, vous êtes
tous bien plus experts et beaucoup plus scientifiques que je ne le suis. Je viens du monde du management. Mais ce qui est compliqué, c'est que la molécule qui servait à tout, elle ne va pas exister. En tout cas, c'est assez peu probable. Et donc, on va devoir commencer à compartimenter. Ce que l'on utilise dans un véhicule un léger 4 roues, ça ne va peut-être pas être la même manière, la même énergie pour effectivement un poids lourd. Aujourd'hui, ce que l'on a su faire, c'est électrifier évidemment tous nos 2 roues. Et on a beaucoup de vélos assistance électrique. Ça peut vous paraître quelque chose d'accessoire. Pour le confort de vie des facteurs qui transportent entre 44 et 45 kilos tous les jours, c'est énorme. C'est énorme. C'est une réduction de l'effort de plus de 50%. Donc on a électrifié les vélos, on a électrifié tout ce que l'on pouvait électrifier en matière de livraison, de véhicules de livraison, de 4 roues. On est aujourd'hui embuté, c'est-à-dire à peu près un tiers de notre parc, on est embuté pour des questions d'autonomie, puisqu'on a des parcours qui sont plus longs que les autonomies qu'on peut utiliser compte tenu de nos chargements. Et effectivement, on est encore en attente de avec quoi on va pouvoir faire tourner les camions, sans que ce soit des camions qui servent à transporter des batteries, parce qu'évidemment, il faut qu'on soit capable de charger à l'intérieur autre chose que leur propre moyen de transport. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on doit y renoncer? Non, c'est ça la vie. C'est ça diriger une entreprise, c'est ça diriger un pays, c'est ça diriger de la recherche, c'est aussi faire ce pari-là. Et donc on dit, à 2040, on y sera, parce que nous, on est convaincus qu'on trouvera les solutions. Aujourd'hui, nous ne les avons pas. Et comment est-ce qu'on agit du coup pour réduire? On a des choses toutes simples, ce qu'on appelle un camion double pont, par exemple, c'est-à-dire on va transporter encore plus de marchandises avec un seul camion. On a des manières de charger nos camions, ce qu'on va appeler le vrac rangé, qui permet là aussi d'éviter de transporter du vide. C'est une évidence. Mais on a réduit comme ça, aujourd'hui, sur ce segment-là, de plus de 30% de nos émissions. Et pour le reste, je suis sûre qu'il y a parmi vous quelqu'un qui aura la solution et collectivement, on va la trouver. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé des transports décarbonés, notamment des véhicules électriques depuis le début de cette table ronde. Monsieur Lebier, on a observé des tensions parfois sur le réseau électrique ces dernières années. Est-ce que la France va réussir à subvenir de manière indépendante à l'explosion de la demande en électricité qui peut être générée par la transformation à l'électrique du parc automobile français? Alors, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent et parfois qui revient comme en détraction, j'allais dire, des véhicules électriques. Je pense qu'il y a plusieurs sujets à évoquer. Le premier, je l'évoquais un peu rapidement tout à l'heure, c'est le véhicule électrique est un véhicule très efficace sur le plan énergétique. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas 1 kWh d'essence par 1 kWh d'électricité. Le rendement du moteur thermique, il est plutôt de l'ordre de 25 à 30%. Le rendement du moteur électrique, il est plutôt à 90-95%. Donc, à la base, il faut moins d'énergie. C'est pas du 1 pour 1, le remplacement. Donc ça, c'est un point quand même qui est rarement mis en avant, mais qui me semble très important. Le deuxième, c'est que on ne va pas remplacer, il me semble, toutes les stations-service aujourd'hui par des bornes de recharge publiques électriques. Parce que aujourd'hui, les stations-service, elles ont le monopole de l'approvisionnement énergétique des véhicules thermiques. Demain, les bornes de recharge publiques vont jouer un rôle important, mais beaucoup du remplissage, j'allais dire, électrique des véhicules sera fait par les gens chez eux ou au travail chez eux, c'est-à-dire avec des modes de chargement lents à des moments où le réseau n'est pas forcément tendu. Parce que l'électricité, c'est pas juste est-ce que j'ai assez d'énergie dans l'année par rapport à mes besoins, c'est est-ce qu'à chaque moment, à chaque seconde, la puissance que je consomme, je peux la produire. Et donc les moments de tension, ils ne sont pas du tout toute la journée. Et les marges de manœuvre qui existent en milieu de journée ou la nuit sont assez importantes. C'est-à-dire que si on arrive à avoir beaucoup de ces recharges qui se passent au bon moment, le risque de tension est finalement assez faible, quand bien même ça fera une consommation plus importante. RTE estime aujourd'hui que à l'horizon 2030, on sera plutôt vers 10% et ça monterait à 15% la demande d'électricité liée aux véhicules électriques. Donc c'est quelque chose d'important par rapport à quelque chose qui était quasiment à zéro il y a quelques années, mais qui est gérable.
et surtout qui est gérable si collectivement, effectivement, tout le monde ne va pas se dire je veux une charge rapide à 19 heures. Si tout le monde veut une recharge rapide à 19 heures, non seulement on en aura des gros problèmes de réseau, c'est-à-dire que le réseau de RTE, de Enedis surtout, ne pourront pas répondre à ces pics de consommation, et puis on aura des problèmes, on ne pourra pas produire l'électricité équivalente au moment où on en a besoin. Donc c'est pour ça qu'il y aura... Le point important, c'est de développer des systèmes intelligents de recharge qui fait que soit on ne chargera les véhicules qu'au moment les plus opportuns, voire, ça c'est plus prospectif de dire, de temps en temps on pourra même autoriser de décharger des véhicules électriques pour rendre des services au système électrique. Bon, peut-être que ce point est à mitiger avec le fait qu'on va peut-être pas trop vouloir faire varier le chargement et le déchargement des batteries des véhicules pour ne pas les user. Mais en tout cas, je pense que c'est un problème qui est largement surmontable. Le défi majeur à court terme pour les véhicules électriques, c'est non seulement d'avoir industriellement des usines de véhicules, des usines de batteries en Europe, et d'avoir les matières premières pour constituer ce premier parc de batteries. À terme, je pense qu'il n'y a pas trop de crainte sur le fait qu'on recyclera les batteries, qu'on recyclera le lithium, le nickel qui sont dans les batteries. Mais pendant plein d'années, on n'aura pas de batteries à recycler. Et donc, il faut qu'on arrive à garantir la montée en charge. Et malheureusement, la plupart de ces matières, elles ne sont pas sous maîtrise européenne aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu très fort à développer des projets miniers de transformation pour avoir les matières premières nécessaires pour constituer ce premier parc de batteries qui équipera les véhicules. Ça me semble être un enjeu d'une importance plus forte aujourd'hui que l'idée qu'on n'arriverait pas à les charger. Et peut-être un tout dernier point, il arrive parfois que des gens disent, quand on regarde le bilan carbone global, le véhicule électrique, c'est pas si intéressant que ça. Là aussi, RTE a fait des études très claires sur le sujet. C'est intéressant même quand la batterie n'est pas faite dans un pays à électricité bas carbone. Alors ça l'est encore plus quand la batterie est faite dans un pays bas carbone. C'est-à-dire si on arrive à localiser la production de batteries en France, qu'on a une recharge électrique avec une électricité très décarbonée, le bilan carbone, il n'y a pas de comparaison possible entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Merci beaucoup. On a parlé pour l'instant de la voiture électrique, mais il y a aussi l'hydrogène qui est en plein développement. Et justement, Monsieur le Ministre, l'État a annoncé un plan d'investissement de 2,1 milliards d'euros dans l'industrie hydrogène décarbonée, en particulier pour les transports. Et c'est vrai que l'hydrogène apparaît encore aujourd'hui comme un moyen de transport un petit peu moins sûr, moins démocratisé en tout cas, et plus difficile à exploiter. Alors pourquoi est-ce que l'État choisit d'investir dedans ? Merci. Alors je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais c'est même un peu plus que 2 milliards d'euros qu'on investit dans l'hydrogène. Je crois que c'est 7 milliards d'euros au total dans le plan hydrogène. Et aussi, je ne sais pas si c'est une garantie ou une réassurance complète, les autres pays européens, pour prendre nos voisins les plus proches, l'Allemagne par exemple, investissent des sommes assez comparables. C'est ce qu'on a dit sur les transitions. C'est vrai pour les entreprises qui cherchent par exemple à renouveler, décarboner leur flotte. C'est vrai encore plus pour l'État et le pays. Une transition, c'est des incertitudes, c'est des doutes, et c'est aussi différencier les choses. Et donc l'hydrogène, la vérité, c'est qu'on ne sait pas encore tout. Alors moi, je suis non scientifique, donc je sais encore moins que vous, mais on ne sait pas encore tout sur l'hydrogène. On ne sait pas exactement dans quel mode de transport, avec quel bilan carbone, écologique, économique, on pourra ou pas faire fonctionner un certain nombre de véhicules à hydrogène. Et il y a des débats d'ailleurs. Moi, je rencontre des industriels, ils ne disent pas tous la même chose. Certains pays, certaines entreprises ont beaucoup misé pour les voitures individuelles, par exemple, et c'est plutôt le choix européen aujourd'hui sur l'électrique. Mais on sait qu'il pourra y avoir, on ne sait pas quelle part ça représentera, des véhicules, y compris des véhicules individuels à hydrogène. Dans l'aviation, on sait aujourd'hui à peu près que pour des petits avions, les fameux jets, dont j'ai pas mal parlé parfois, ils sont probablement, paradoxalement, ceux qui pourront se dépolluer le plus vite. Et un petit avion 100% électrique, c'est assez crédible à horizon d'une dizaine d'années. Un gros avion, un Airbus A320, un Airbus A220, que vous avez peut-être déjà pris, c'est très peu probable qu'il soit électrique à courte échéance, ou même à l'échéance de votre génération dans 25 ou 30 ans. Peut-être que l'hydrogène sera une des solutions pour l'aviation. Il faut accepter l'idée, c'est aussi pour ça qu'on investit, de ne pas louper le coche. Dans des périodes de transition, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas investir dans une énergie. Et d'ailleurs, un des problèmes que la France et l'Europe vivent aujourd'hui, c'est qu'on a pris beaucoup de retard sur la voiture électrique par rapport aux Chinois, par exemple. Est-ce que c'était évident il y a 15 ans ? Non. Est-ce que si on avait eu le même débat il y a 15 ans, ma prédécesseur se serait fait engueuler en disant « vous mettez trop d'argent sur l'électrique », en fait on n'en a pas mis assez.
Donc il faut assumer, il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres, mais il faut assumer que dans les programmes, c'est aussi pour ça que l'État est là, dans les programmes de recherche, dans les programmes d'innovation, dans les programmes d'investissement, on fait des choix technologiques différents. Et par mode de transport, et on ne sait pas encore tout, il y aura sans doute des énergies différentes. Un des débats qu'on a, la Poste doit le savoir mieux que moi, sur les camions, sur les camionnettes, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle sera la bonne énergie pour décarboner. La voiture individuelle, en gros, on a fait le choix de l'électrique, on accélère, et nos constructeurs, Renault, Stellantis, nous disent tous, donnez-nous un signal clair, nous on fera les investissements nécessaires, mais ne changez pas tous les 6 mois. Et c'est pour ça que tous les Européens, je parlais de cette mesure très importante, ont dit 2035, tous les véhicules neufs sont électriques, basta. Bon, mais par exemple, pour les véhicules lourds ou les camions, on ne sait pas exactement. Et il y a quelques années, l'État payait des subventions pour que des entreprises investissent dans des camions qui roulent au gaz. C'est pas génial, mais c'est mieux que l'essence ou le diesel. Bon. Et donc on a beaucoup investi, des subventions publiques y compris, des investissements privés aussi, dans le passage du transport routier au gaz. Aujourd'hui, quand je reçois des représentants du transport routier, ils me disent « mais attendez, maintenant vous nous dites c'est super, il y a le camion électrique qui est arrivé ». Alors c'est arrivé, c'est pas encore pour tous les modèles, les plus gros camions ils sont pas encore électrifiés, même si ça arrive. Une entreprise basée en France comme Renault Trucks par exemple est en train de produire les gros camions qu'on voit sur nos routes, 44 tonnes en électrique. Enfin aujourd'hui c'est assez anecdotique. Et donc il faut assumer qu'il y aura encore besoin sans doute de gaz. Quand vous avez demandé à une ville qui a des bus, à une entreprise qui a des camions, à un groupe comme la Poste de changer sa flotte et d'investir au gaz, vous n'allez pas lui dire en fait on s'est gouré, dans 2 ans il faut tout passer à l'électrique. Bon, il y a des transitions. Il faut accepter qu'on ait des incertitudes et qu'on ait des passages, c'est le principe aussi de la voiture hybride, par des technologies qui ne sont pas parfaites mais qui font déjà un progrès. Et surtout quand vous investissez dans la durée, il faut accepter cette idée. Et donc l'hydrogène, on ne sait pas encore tout, mais je pense qu'on fera une énorme erreur à ne pas investir sur l'hydrogène. Et parfois, on se projette dans 10 ans, on verra, j'en suis sûr, qu'il y a des modes de transport qui seront passés à l'hydrogène, en tout ou partie, d'autres un peu moins. Je prends un dernier exemple qu'on cite beaucoup moins. On a un grand champion industriel en France qui s'appelle Alstom, qui fait des trains et qui est aujourd'hui leader mondial du train à hydrogène. Est-ce que ça sera l'essentiel de nos trains dans les années 2030-2040 ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura sûrement ? Est-ce qu'on a besoin d'investir et de soutenir nos grandes entreprises, de soutenir notre économie pour aller vers l'hydrogène et ne pas louper ce virage-là ? Oui. Et donc ça, j'ai aucun doute qu'il faut, je ne vais pas dire quel est le montant exact, mais qu'il faut investir et soutenir dans cette technologie. Et les modes de transport propres ou plus propres que vous utiliserez dans 20 ans, l'avion, le train, la voiture et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas bien encore, eh ben, ils ne seront sans doute pas tous à la même énergie. Il y aura des véhicules électriques, il y aura des véhicules à hydrogène, il y aura des véhicules hybrides, il y aura des carburants propres, comme on les appelle, qui viennent de la biomasse pour l'aviation. Et il faut accepter cette idée qu'il y a quelques doutes, il y a quelques différences, et il y a quelques incertitudes. Et il faut préparer cet avenir en investissant. Merci beaucoup pour cette réponse très complète sur le sujet. Maintenant qu'on a évoqué les transports décarbonés, on vous l'avez dit tout à l'heure, parler des modes de vie, des changements des modes de vie. Madame Barnéou, vous représentez sur cette table ronde une entreprise, La Poste en l'occurrence. Dans quelle mesure est-ce le rôle d'un grand groupe d'accompagner, voire d'être responsable des changements de mode de vie de ses clients, des consommateurs ? Vous aviez notamment évoqué tout à l'heure la livraison en un jour. Nous, on l'a un peu au trip, ça fait 500 ans. Hein. La Poste, elle a 500 ans d'histoire et elle est née de la réponse à des problèmes d'intérêt généraux, de l'intérêt général. Elle a été fabriquée il y a 500 ans pour faire la société. Hein. À une époque où il fallait transporter de l'information, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, hein, et il fallait relier des gens en leur envoyant des courriers et en leur permettant d'avoir des informations dites démocratiques. C'est de ça qu'on est né. Hein, vous comprenez, c'est ça qu'on a en nous. Et on l'a en nous, du coup, et on en hérite et on le porte. Pour les jeunes femmes qui sont dans la salle, mais aussi pour les jeunes hommes. Vous voyez, en 1841, il y a des postiers qui étaient sans doute un peu dingues, qui ont décidé qu'ils allaient permettre à des femmes d'avoir des jobs de patronne. 1841. 1841, il y a 900 postes
de patronnes qui sont réservés à des femmes sur 2000 postes à l'époque. En 1918, il y a quelque chose qui est super hype dans la société, ça s'appelle le compte chèque. Mais c'est réservé, on va dire, à ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être des bobos, j'en sais rien. En tout cas, des gens assez fortunés. Il y a des postiers qui disent, ce truc-là, il faut le mettre entre les mains de tous les Français. Et la Poste, elle va bancariser la France. Ça s'appelle le compte chèque postal. Alors ça va vous paraître archi-ringard aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est, je sais pas quoi, un N26 ou un Revolut, ce que vous voulez. Un truc incroyablement tendance. C'est ça qu'on sait faire et c'est ça auquel on est appelé en matière de rendez-vous et c'est ça qu'on porte. Donc effectivement, sur la décarbonation, nous pensons que dans la manière dont on a décidé d'infléchir nos commandes et de choisir de la voiture électrique, on a permis au système de se dégripper parce que d'un côté, vous aviez des industriels qui attendaient des commandes en niveau industriel. De l'autre côté, vous aviez des clients, donc les entreprises, qui attendaient que les industriels leur amènent des produits à prix d'industriel. Et au milieu, vous avez l'État. J'exonère totalement Monsieur le ministre, puisque c'était bien avant le gouvernement actuel, bien avant. L'État qui pensait qu'il fallait mettre des bonus sur les flottes privées, alors que nous sentions que ce qui allait démarrer, je vous parle des années 2000, des tout début des années 2000, c'était justement les flottes captives pour les problèmes de recharge. Et on va dégripper le système en disant fédérons-nous à plusieurs grandes entreprises pour avoir des volumes de commandes suffisants pour que les industriels s'adossent à ça et allons expliquer à l'État qu'il faut bonusser ces voitures-là de manière à dégripper le système. Et c'est comme ça que la chose va démarrer, via la voiture d'utilitaire. Ce qui est important pour nous, non seulement c'est de nous transformer, de démontrer que c'est possible, mais c'est aussi le plaidoyer. Le plaidoyer, ça consiste à faire en sorte que nous, les gens, on ait les moyens d'être éclairés sur ce que l'on fait. Aujourd'hui, on a un grand combat qui consiste à dire, lorsqu'on utilise ou lorsqu'on va utiliser des services logistiques, nous, tous les jours ou presque dans nos commandes, nous devrions savoir quelles vont être les conséquences de nos choix. Ça s'appelle un score écologique. On en a sur les frigos, d'une certaine manière, on a la puissance qu'elles consomment, on en a sur nos machines à laver, mais dans l'univers des services, il y en a au fond très très peu. Or, ces univers de services, ils designent le monde, ils décident du monde, et un de nos plaidoyers pour poursuivre et changer la société, c'est justement aux côtés de l'État, aux côtés de l'Europe, de revendiquer cette idée que lorsque nous consommons, nous soyons informés des impacts des choix que nous faisons. Lorsque je vous dis, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous de faire le bus des colis si vous nous demandez de vous livrer demain matin, typiquement, il faut que ça soit traduit par un score carbone. Peut-être un jour d'ailleurs, par un prix supplémentaire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est essentiel pour que nous ayons des comportements éclairés, de citoyens éclairés. Et libres, mais éclairés. Monsieur le ministre, nous avions évoqué précédemment l'innovation technique. Sera-t-elle suffisante pour réussir la transition écologique ou devra-t-on repenser nos modes de vie et notamment en limitant le déplacement des biens et des personnes? Vous avez parlé tout à l'heure de l'arrêt des vols de moins de 2h30. C'est la vraie question. Moi, je suis convaincu que si on commence à dire, pour les transports, la mobilité au sens large, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines, l'autre grand secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est le logement. 20% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Donc le transport et logement, qui sont quand même des activités de la vie quotidienne, c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre de notre pays et de nous tous. On ne va pas dire aux gens qui vont arrêter d'habiter quelque part, c'est plutôt que ceux qui n'ont pas de toit en aient un, et que les gens qui se déplacent, parce que se déplacer, c'est pas juste un jet, c'est la vie quotidienne, arrêtent de se déplacer, ou que nos marchandises, quelles qu'elles soient, d'un colis à nos courses alimentaires, arrêtent de circuler. Bon, donc je ne crois pas du tout que la transition écologique, ce soit moins de mobilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plus et des moins. Mais au total, je pense que ça ne peut pas, et ça ne doit pas, et ça ne sera pas d'ailleurs, moins de mobilité.
c'est des mobilités différentes ou différemment organisées. C'est ce que je disais sur c'est mieux de prendre les transports publics que la voiture, c'est clair, mais il faut proposer aux gens des solutions. Je connais peu de gens qui préfèrent être enfermés dans des bouchons et polluer la planète, parce que tout le monde en a aujourd'hui conscience, tout seul dans leur voiture, que de prendre des transports publics, si les transports publics sont pas loin de chez eux, pas trop chers, en sécurité, quand on est notamment une femme le soir, etc. Bon. Donc c'est à nous, ça pour le coup, l'État, au sens large, les collectivités, les régions, les villes, etc., d'apporter ça. Il n'y a jamais une réponse parfaite. Le transport public parfait n'existe pas. Et surtout, il faut penser aussi, c'est pas toujours notre réflexe en France, des solutions complémentaires. Il y a un mot qui est aussi un peu du jargon et à la mode dans les transports, c'est l'intermodalité. Vous l'avez peut-être entendu, ou la multimodalité. Bon, c'est un grand mot, mais ça veut dire concrètement que si quelqu'un aujourd'hui fait 1 heure de voiture pour aller tous les jours de sa maison ou de son appartement à son travail, bah, c'est pas blanc ou noir. Si demain, cette personne-là fait 5 km en voiture parce qu'il habite une maison un peu isolée et qu'ensuite prend un train pour aller dans la grande ville pas trop loin où il y a son boulot ou son rendez-vous chez le médecin, bah, c'est mieux que de prendre la voiture, même s'il y a encore 10% ou 20% du trajet qui se fait en voiture. Par exemple, j'étais l'autre jour dans les Bouches-du-Rhône, pas trop loin de Marseille, mais dans une zone un peu rurale. Vous avez aujourd'hui une solution de covoiturage, justement, qui consiste à dire il y a un parking gratuit de covoiturage. Vous prenez votre voiture de votre maison au parking gratuit, vous déposez votre voiture à vous, et puis vous montez dans une voiture pour ensuite faire 30 km sur l'autoroute avec d'autres personnes. Donc vous avez décarboné une partie de vos transports. Il ne faut pas exclure ces solutions intermédiaires, ces solutions combinées. Bon. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc oui, il va falloir changer un peu nos vies. Je ne pense pas du tout que ce sera plus de mobilité. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qui seront positives aussi, des plus anecdotiques aux plus transformantes. Par exemple, c'est un vieux débat aussi que j'ai eu comme ministre des Transports il y a quelques mois. Je ne savais pas il y a 5 ans qu'il y aurait des trottinettes électriques dans toutes nos villes. Alors c'est des modes de transport pour certains transports seulement, mais c'est un mode de transport. Bon. Probablement certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous les utilisez si vous êtes à Paris ou si vous êtes en Île-de-France ou dans d'autres grandes villes. Bon. On ne l'imaginait pas si on avait fait cette conférence il y a 5 ou 10 ans, et aujourd'hui ça fait partie de la vie quotidienne. Donc il y aura des changements. Je pense que le but, c'est pas de dire aux gens que rien ne va changer, parce que ce serait un mensonge. C'est pas non plus de leur dire vous êtes coupable, vous êtes responsable, arrêtez de polluer, arrêtez demain. Ça ne marchera pas non plus. C'est essayer de construire des règles. Moi, je n'aime pas les mots du débat actuel sur il ne faut pas faire l'écologie punitive, parce que si on entend par là que dans l'écologie, il n'y aura pas de règles et pas de taxes, par exemple, c'est pas vrai, il y en aura. Moi, j'assume, par exemple, que sur l'avion, et c'est pas contre l'avion, il faudra qu'on taxe davantage pour contribuer à investir, parce qu'il faut des moyens, dans le train. Bon. Et je crois néanmoins, parfois c'est mon désaccord avec des gens qui vont plus loin sur la stigmatisation de l'avion, que c'est crédible d'avoir des avions dans 10, 15, 20 ans qui seront bas carbone puis zéro carbone. C'est pas de la science-fiction, c'est vrai. Et on en aura besoin, parce qu'on aura toujours besoin pour des voyages d'affaires ou peut-être pour des voyages politiques ou pour des vacances. Et c'est pas un scandale d'aller, peut-être moins souvent, mais de ce côté de l'Atlantique à l'autre côté de l'Atlantique, de Paris à un pays d'Afrique. On aura besoin de ça pour nos marchandises, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Et on ne va pas arrêter. Et là, ce serait un recul, je pense, il y aurait moins de liens humains. On a plutôt besoin d'un monde, d'ailleurs, où les gens se voient plus et se connaissent un peu plus, qu'un d'un monde où les gens ne se parlent pas et restent chez eux, enfermés en télétravail et sans jamais voyager. Ce n'est pas une société qui fait rêver. Donc je crois qu'il faut ce lien. Mais dire, aujourd'hui, on investit dans la décarbonation de l'avion pour que demain, il ne soit pas polluant, c'est crédible. Mais en attendant, il faut plus de sobriété, plus de décence, éviter des choses qui ne sont peut-être pas impératives. On n'a peut-être pas besoin de prendre un jet tous les jours quand on est un grand footballeur, par exemple. Bon, je change mes exemples. On peut prendre un peu moins souvent l'avion quand il y a une alternative en train, parce que même si ça prend 1 heure de plus, bon, bah, peut-être qu'on a le temps, etc., etc. Donc oui, il y a des changements. Il y a des changements qui sont faciles, d'autres qui sont moins faciles. Je prends juste un dernier exemple. Moi, quand j'avais votre âge, recycler, quand on triait ses déchets, mettre le journal dans une poubelle, les déchets alimentaires dans une autre, tout le monde disait ça sert à rien, c'est super emmerdant. Bon. Aujourd'hui, c'est banal. Personne ne se pose la question. On n'est pas parfait. Parfois, on fait des erreurs. Parfois, on ne le fait pas. Bon, voilà, c'est la vie. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Personne dirait, je pense, c'est une affreuse contrainte qui prive de liberté les citoyens français ou du monde. Bon. Donc, il y a des choses qui vont changer. Il y a des habitudes il y a des choses qui vont apparaître ringards. Je
suis sûr que quand vous verrez dans 20 ans une star hollywoodienne toute seule dans un jet avec une coupe de champagne, vous direz franchement c'était un mode de vie qui a disparu, je pense. Merci beaucoup. On aurait encore plein de questions à vous poser, mais on va laisser le public intervenir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour à vous trois, bonjour à vous. Ma question, je pense, penche plus pour Monsieur le Ministre. On voyait justement une image de TGV, donc la SNCF, et c'est vrai que ce transport qui est en grande partie décarboné est une bonne alternative, mais reste toutefois encore très cher pour beaucoup, notamment pour moi qui suis étudiant. Donc est-ce qu'il y aurait un plan, justement, une volonté d'amener plus les gens vers ce mode de transport qui est quand même beaucoup plus avantageux, car aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de trajets qui restent, entre guillemets, moins chers si on prend notre voiture pour faire Rennes-Quimper, par exemple. Alors, grande question. Le train, c'est vrai que ça reste assez cher. Alors, je ne vais pas défendre le prix, juste expliquer 2-3 choses et puis dire ce qu'on peut faire de mieux aussi. Bon. D'abord, au total, le train, parce qu'il n'y a pas que le TGV, vous prenez un TER, vous prenez un Transilien, ce n'est pas des modes de transport parfaits en termes de confort, de régularité, de ponctualité, je sais évidemment. Mais au total, vous payez en général moins d'un quart du vrai prix. Pas pour le TGV, pour les autres, en France. Et c'est plutôt une part plus faible que les autres pays européens. Alors, il y a un pays européen qui a fait la gratuité générale des transports, ça fait rêver, mais c'est le Luxembourg, bon, qui a beaucoup d'argent et qui est petit. Bon. Pour nous, c'est un peu plus compliqué de le faire partout en France. Donc au total, je le dis quand même, parce que c'est toujours important quand on utilise des services publics, pour le TER, pour le Transilien, vous payez une petite partie du prix. Alors, pour les plus modestes, c'est déjà beaucoup, mais vous payez une petite partie du prix. Tout ça pour dire que l'investissement dans les transports publics, ça a un coût, et que, il faut le dire très honnêtement, c'est un coût qui peut être payé que de 2 façons. Soit c'est l'usager, qui, chaque fois qu'il prend le train, le métro, ou c'est pareil pour la voiture sur une autoroute avec un péage, paye, soit c'est le contribuable. Donc nous tous, avec de la solidarité, de la redistribution, c'est le charme de l'impôt. Bon. Et en général, c'est un équilibre entre les deux. En France, c'est plutôt le contribuable et un peu moins l'usager. On a fait un choix historique en France, qui est que le TGV s'autofinance en quelque sorte. Donc quand vous payez le TGV, c'est pour ça que c'est très cher, en moyenne, vous avez le vrai prix. Pas tout à fait, mais enfin quasiment le vrai prix. Parce que c'est un service qui coûte très cher en investissement. Une ligne de TGV, c'est plusieurs milliards d'euros. Et donc, l'État en paye une partie, évidemment, l'usager en paye une autre partie. Et ce qu'on voit, c'est qu'au total, le TGV est plutôt employé, utilisé par des gens qui ont des revenus plus élevés. Alors, on me dirait c'est un peu le principe de l'œuf et de la poule. C'est parce que c'est cher que c'est des gens aisés qui prennent le TGV. Et si on baissait les prix du TGV, il y aura plus de jeunes, plus d'étudiants, plus de gens qui ont moins de moyens, etc. Donc il y a des politiques commerciales, ça c'est la SNCF qui le font, des cartes, je ne vais pas faire la pub, des trains plus lents aussi, des Ouigo classiques, des offres low cost, comme on les appelle, j'aime pas trop l'expression, mais enfin c'est ça aussi, comme le Ouigo, qui baisse un peu les prix. Est-ce qu'il faut faire plus? Oui, je crois qu'il faut avoir des moments, pour l'été notamment, pour les déplacements de vacances, pour les étudiants, pour les jeunes en particulier, je ne vais pas faire de démagogie, mais où on ait des prix plus bas. Donc on est en train de prendre un certain nombre d'initiatives, comme d'ailleurs des pays européens, on n'est pas les plus en avance, hein. L'Espagne a fait avant nous, l'Allemagne l'a fait avant nous, pour qu'on ait des prix moins élevés à certaines périodes de l'année au moins pour les jeunes, ou des offres ou des abonnements qui soient plus compétitifs. Mais je veux le dire aussi, il faut être honnête, si on veut investir dans la transition écologique, si on veut investir notamment dans les transports publics, ça coûte beaucoup d'argent. Et je ne raconterai pas, parce que je serais malhonnête de le dire et démago de le dire, qu'on pourra faire tout ça avec des transports entièrement gratuits, ou dont les prix seraient divisés par 2, 3 ou 4, parce que je préfère que si on se retrouve dans 5 ans, c'est je crois notre responsabilité aussi vis-à-vis de votre génération, notre priorité, c'est qu'on ait plus de trains et plus de TGV, pas seulement les TGV d'ailleurs, parce qu'on a peut-être fait parfois trop, mais plus de transports publics, plutôt que d'avoir tout baissé et de ne plus avoir de moyens pour investir. Donc il faut des offres ciblées, il faut des politiques pour les jeunes notamment. Je prends un exemple, c'est peut-être anecdotique, mais j'y tiens beaucoup. On va lancer dans quelques jours, donc suivez ça de près, d'avoir 30 000 passes pour les jeunes Français qui permettent de voyager en Europe, en Allemagne en l'occurrence, pour l'été. Donc voilà, ça sera gratuit et ça permet de voyager 7 jours. Donc si vous n'avez pas encore planifié vos vacances, pour certains d'entre vous,
connectez-vous sur la plateforme et c'est pour le coup entièrement gratuit. C'est une anecdote, mais c'est important. On va essayer de faire plus de choses comme ça pour les périodes chargées ou pour les vacances pour les jeunes. Merci beaucoup pour cette réponse et puis pour la table ronde plus généralement. On aurait voulu que ça continue plus longtemps, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir poser vos questions en plus petit comité lors de la séance de questions en Amphi 2 qui va suivre ensuite. Merci beaucoup.